Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau M. Makhtar Souran. Il est le président de l'Union nationale patriotique, membre de la coalition Manko Wattu Sénégal. Bienvenue à vous, M. Souran. Je vous remercie, Fatou. Je remercie tous vos téléspectateurs. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter mes Sénégalais. On est le mois de janvier passé, mais mieux vaut tard que jamais. Merci. Je souhaite beaucoup de paix pour le Sénégal et beaucoup de succès pour tout le monde. On le souhaite, nous tous. Merci. Alors, Makhtar Souran, vous êtes économiste de formation, administrateur de société, évoluant dans le secteur privé. Au plan syndical, vous êtes membre fondateur de la coordination des étudiants de Dakar. Depuis 2014, vous avez créé le parti qui a pour nom l'Union nationale patriotique. Présentement, vous êtes le coordonnateur de la commission réflexion et stratégie de la coalition Manko Wattu Sénégal. Une objection par rapport à cette présentation? Non, c'est correct. Par décret daté du 27 janvier 2017, le président de la République convoque le collège électoral au jour du 30 dans le mois de juillet pour les élections législatives. Avez-vous des réserves par rapport à cette date? Pas par rapport à la date même, mais c'est la procédure. Parce qu'Ndeye Fatou, imaginez-vous, on a rencontré le président de la République, Manko Wattu Sénégal, et lors de cette rencontre, nous lui avons fait savoir qu'il nous fallait quand même une date pour les élections. On ne peut pas aller à des compétitions dont on ignore la date. Séance tenante, effectivement, après concertation, il a sorti la date du 2 juillet. Après cette audience, nous avons vu beaucoup de voix s'élever pour dire que c'était la période du Ramadan. Mais de fait, quand on discute et qu'on retient des choses, la moindre des choses, c'est quand on change la date, il aurait pu quand même, par respect à l'opposition, nous recontacter. Il pouvait nous revoir, il pouvait même envoyer une lettre. Déjà fait? La coalition devait le rencontrer à cette même date, celle du 27 janvier 2017, mais votre coalition a préféré s'en tenir avec la presse. Non, en fait, ça a été une confusion entretenue. Parce que nous, déjà, on savait, parce que ce jour-là, on avait réunion, la conférence des leaders de Manko Wattu Sénégal, quand on nous a donné l'information, on savait déjà que cette décision avait été prise. C'est-à-dire il s'agissait de nous faire venir et de constater avec nous. Je pense que d'abord, la commission qui a été convoquée, je signale Ndeye Fatou qu'en fait, il a rencontré les leaders de Manko. La commission consistant à convoquer les pôles, c'est des représentants des partis qui allaient être là-bas, et non pas les leaders de partis politiques. Ensuite, je signale simplement que, comme vous le savez, le processus électoral, il y a 3 phases. À l'approche de chaque élection, il y a ce qu'on appelle la revue technique du code électoral. C'est là où on discute, hein. On voit ce qu'il faut changer sur le code, etc. Il y avait le référendum, donc il fallait, il y avait des points qu'il fallait mettre dans le code électoral. Il fallait revoir le système. Et il y a 3 pôles qui discutent. Il y a la majorité, il y a l'opposition et il y a les non-alignés. Alors, après ces discussions-là, on constate les points d'accord. On constate les points de désaccord et on constate les recommandations. Ça a été fait. Pendant des mois, on a discuté de ça. Après ça, le président de la République, pour les points de désaccord, ça a toujours été comme ça. Il fait un arbitrage en tant que président de la République. Normalement, arbitre neutre. Il dit, voilà, pour telle question, voilà ce que je pense, etc. Et il arbitre. Généralement, d'ailleurs, que ce soit sous Diouf, vous vous rappelez du code consensuel, sous Wade également, généralement, ils vont toujours dans le sens même de l'opposition, parce que quand même, ils ont un parti, ils sont juges, mais ils sont également, ils compétissent à travers leur parti politique. Cette fois-ci, le président a appelé Manko. Nous avons discuté. Donc l'arbitrage avait été fait. À l'issue de ça,
il faut mettre en place maintenant un comité de veille. Ce qu'on appelle comité de veille, c'est le comité de suivi. Pour suivre, est-ce que d'abord la refonte, pour voir est-ce que le nombre de commissions qui ont été mises en place, etc., jusqu'aux élections. Oui. Donc quand vous convoquez les différents pôles, je suis désolé, ce n'est pas là où on discute. À la limite, quand vous arbitrez, vous convoquez les leaders de parti pour arbitrer, pour leur dire, écoutez, voilà, vous avez discuté de telle chose, j'arbitre dans tel ou dans tel autre sens, et on discute. En ce qui concerne la rencontre du 27, qu'est-ce qui a été... Pour moi, cette rencontre-là n'avait même pas de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas là-bas où les décisions se prennent. Si le président avait l'intention de discuter avec l'opposition, il allait convoquer Manko Wattu Sénégal, les leaders de Manko. Mais quand vous convoquez les différents pôles, surtout que la décision avait été prise dans une concertation directe avec le président, si ça doit changer, il peut utiliser le même canal pour contacter Manko. Mais quand vous contactez les autres pôles... Vous n'avez pas contacté les leaders non. Il a convoqué les différents pôles qui sont en réalité des représentants des différents partis qui viennent. Nous, on a des représentants, on a des représentants. Donc, s'il devait changer la date, la moindre des choses, c'était de contacter les personnes avec qui il avait pris langue pour justement négocier et pour discuter. Cette fois-ci, est-ce qu'il avait convoqué le pôle des indépendants? Bon, non, il ne l'avait pas convoqué, mais c'est le ministre de l'Intérieur, justement, qui a introduit un nouveau pôle. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, historiquement, de tout le temps, il y a eu 3 pôles. Et avec le référendum, on va permettre aux indépendants de pouvoir présenter des listes aux élections législatives. D'habitude, si vous vous rappelez d'ailleurs, aux élections présidentielles, c'est fait. Vous vous rappelez de la candidature de Youssou Ndour en tant qu'indépendant. À l'époque, il avait eu des problèmes d'ailleurs pour réunir le nombre de signatures. Bon, il y avait un contentieux. Oui. Mais il l'avait fait parce qu'il n'était pas dans un parti politique. Quand on dit indépendant, même si vous regardez l'article L57 du nouveau code électoral, on a bien défini dans la commission technique de revue du code électoral, on a bien défini la notion d'indépendant. On dit dans cet article L57, est candidat indépendant celui qui n'a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité militante depuis au moins 1 an. C'est ça qui est dit dans le code. Quand vous convoquez des leaders de partis légalement constitués, mais des Fatou, ça veut dire qu'on ne veut pas discuter. Et on lui avait dit que si vous convoquez ces gens-là, on ne sera pas présent. Vous voulez parler des chefs de parti? Des chefs de parti, voilà, moi je ne veux pas personnaliser, voilà, c'est-à-dire que c'est le principe lui-même. C'est-à-dire qu'il est inacceptable qu'on puisse discuter. Il n'a jamais été question de créer un nouveau pôle. Dans les discussions que nous avons eues, parti au pouvoir, opposition et non alignés, il n'a jamais été question d'inviter les indépendants dans une discussion. J'aurais même compris qu'on invite la société civile. La question électorale, ce n'est pas l'affaire du président de la République. C'est l'affaire des partis politiques. C'est pourquoi d'ailleurs... Mais au Sénégal, on a un président qui est chef de parti politique. Oui, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Je pense que les assises nationales l'avaient bien recommandé. Il faut que le président cesse d'être un chef de parti. Parce que c'est lui, en fait, qui est chargé d'arbitrer en dernière instance. Mais j'écoutais d'ailleurs hier ou avant-hier Sandiogou, que j'écoute souvent d'ailleurs. Il disait une chose très pertinente. Il dit, en chahutant un peu le doyen de Croix, il disait, oui, mais est-ce que vous pensez que si le Sénégal jouait avec le match entre le Sénégal et le Cameroun, si l'arbitre devait être un Camerounais, est-ce que les Sénégalais allaient l'accepter? Le problème de fond aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas être jugé parti. Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi nous recusons d'ailleurs le ministre de l'Intérieur. Et au cas où Abdoulaye Daouda Diallo est maintenu en tant qu'organisateur des élections, ce que nous disons, l'opposition va-t-elle opter pour un boycott? Nous n'allons jamais boycotter les élections. Ce que nous disons, simplement, nous disons que le président de la République est libre de nommer qui il veut au poste de ministre de l'Intérieur. Mais ce que nous disons, c'est qu'il nous faut une autorité indépendante et neutre pour organiser les élections. Le président Abdou Diouf l'avait fait. Le président Abdoulaye Wade l'avait fait. Le président Macky Sall, il dit « Je ne ferai pas moins que Diouf et Wade ». Nous l'attendons sur ce terrain-là. Parce que qu'est-ce qu'ils disent comme argument? Ils disent
Oui, maintenant au Sénégal, il y a des élections transparentes. La question des élections, c'est maintenant réglé. Mais c'est eux qui le disent. Le président, en 2012, le candidat Macky Sall avait recusé Ousmane Ngom en tant que ministre de l'Intérieur. Le président Wade, il avait mis un ministre chargé des élections. C'est lui qui a organisé les élections. Parce que ce que nous ne pouvons pas accepter, les Fatou, c'est qu'on ait un ministre qui a son camp et qui fait tout pour faire gagner son camp. Si vous regardez... En 2012, le ministre Mbaye Ndiaye, en tant que membre de la paix, avait organisé les législatives. Oui, mais écoutez, ce qu'il y a, c'est que le ministre actuel, il pose des actes tels que, vous vous rendez compte, il crée un autre pôle. Nous savons l'objectif qui est visé. L'objectif qui est visé, c'est d'abord de nous distraire. Qu'on se mette à dire qui doit être là, qui ne doit pas être là. Mais le suivi, c'est notre droit. Mais l'autre objectif, c'est de nous sortir du processus. Parce que nous avons un accord avec le président qui consiste à faire l'audit du fichier après avoir inscrit les 4 millions. Parce que l'objectif, avant les élections, c'est d'inscrire 4 millions. Si on n'atteint pas les 4 millions, on doit se référer à l'ancien fichier audité. Mais même avec l'actuel fichier, après avoir fait les mises à jour, nous avons demandé un audit. Ce qu'ils veulent, parce qu'actuellement, il y a une mascarade. Allez, partout, les gens, ils passent la nuit pour s'inscrire. On ne sait pas qui est inscrit ou qui ne l'est pas. C'est du n'importe quoi. Vous savez, l'objectif qui est visé par cette refonte, parce que je ne comprends pas d'ailleurs, à la veille d'élection, qu'on puisse faire une refonte. On ne peut pas faire une refonte à la veille d'élection. C'est-à-dire, vous voyez ce qui est visé. Pourquoi vous acceptez de vous prêter à ce jeu? Oui, on n'accepte pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous impose. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place Manko Wattu Sénégal. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous avons en face un État qui ne discute pas, qui impose. C'est-à-dire qu'on nous a imposé le référendum. En un mois, il fallait aller au référendum. Tout ce qui est élection, ils nous mettent devant le fait accompli. Nous avons dit non. Il faut qu'on mette... Cette fois-ci, vous avez 4 ou 5 mois avant les élections. Oui, mais c'est pourquoi nous avons mis en place Manko Wattu Sénégal. C'est sur les questions électorales qu'on puisse mettre en commun toutes nos forces pour faire face. Alors, le ministre de l'Intérieur, parce que ce qui est recherché à travers cette refonte, c'est de décourager les Sénégalais à aller s'inscrire. Vous vous imaginez quelqu'un qui doit passer la nuit pour avoir sa carte d'identité? C'est-à-dire, ils font tout pour que eux, au même moment, ils se donnent les moyens pour aller s'inscrire leurs militants. Ils ont les moyens d'utiliser des voitures, les voitures de l'administration, d'utiliser même des moyens de l'État pour faire inscrire les gens. Et parallèlement également, décourager les gens à aller s'inscrire. Ça, nous l'avons compris, mais ce que nous n'acceptons pas, c'est pourquoi nous le recusons. Nous avons dans notre dernière réunion de Manko Wattu Sénégal, ce que nous avons retenu, c'est de dérouler un plan d'action tout de suite. Nous allons nous battre pour le départ. Lequel, par exemple? On va organiser des manifestations d'envergure, on va organiser des marches, on va organiser des meetings, on va mettre la pression. On n'est pas d'accord pour que Abdoulaye Daouda Diallo organise les élections législatives. On l'a dit clairement et on n'est pas d'accord. S'il est maintenu? S'il est maintenu, on continuera à se battre et on ira aux élections. Ce que nous sommes en train de faire. Donc vous allez perdre votre temps en récusant... On ne perd pas notre temps, ça ne nous empêche pas d'aller sur le terrain. Ça ne nous empêche pas aussi de fédérer nos forces parce que nous sommes en train de voir comment faire justement pour... En tant que président de la commission chargée de la réflexion et de la stratégie, êtes-vous en train de manœuvrer jusqu'à obtenir une liste unique de l'opposition? Oui, ce que nous avons dit sur ce point-là, on a fait un séminaire qui a duré à peu près 6 heures à 7 heures de temps pour réfléchir sur ces questions, faire le point de Manko et dégager des perspectives. Ce que nous avons dit, c'est qu'il nous faut absolument avoir un cadre d'action, une unité d'action sur les questions électorales, sur les questions de liberté, parce qu'aujourd'hui, personne n'a le droit de manifester. Vous vous imaginez, dans un pays où personne n'a le droit de manifester. Nous avons dit sur les questions des ressources naturelles, et maintenant on a ajouté un 4e point, c'est sur les droits sociaux. Alors, ce que nous avons dit, c'est qu'il faut absolument qu'on maintienne Manko jusqu'aux élections présidentielles. Parce que quels que soient les candidats qui vont se déclarer, il nous faut un cadre de lutte et d'action.
pour faire accepter nos droits. Ce sont des droits que nous réclamons en tant que parti politique, en tant qu'acteur politique. Alors, après ça, nous avons dit, tout ce qui peut diviser Manko, il faut qu'on évite de l'opposer. Tout. Toutes les questions qui sont susceptibles, par exemple, la liste unique. Nous avons dit... Vous l'évitez? On ne le posera pas dans Manko, mais on a dit, maintenons Manko et discutons en dehors de Manko pour être ensemble. Et dans ce cadre-là, nous n'excluons rien. Nous sommes en train de discuter avec tout le monde. Je suis libre de discuter avec tout le monde. Malick Gakou est libre de discuter avec tout le monde. Déthié Fall est libre de discuter avec tout le monde. Mamadou Lamine Diallo est libre de discuter avec tout le monde, etc. On est en train de discuter et on n'exclut pas. Non seulement de nous entendre en dehors de Manko, parce que Manko, on le laisse de côté. C'est un instrument tellement utile qu'on dit, ne touchons pas à Manko, mais discutons. Discutons avec Khalifa, discutons avec tout le monde. Je considère que aujourd'hui, face à une coalition, il faut une coalition forte. Surtout que ce qui dérange Ndeye Fatou, en fait, c'est que la stratégie aujourd'hui, c'est de diviser l'opposition. On est parvenu à quand même avoir des acquis, à négocier avec le président, qu'il fixe la date des élections. Vous vous imaginez ce qui s'est passé avec Manko? Une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale sur la refonte, au mois où nous on disait au niveau de la commission technique de revue du code électoral qu'il c'était même illégal de demander la confirmation à des électeurs. Quand quelqu'un vient pour avoir une carte d'identité, on lui demande est-ce que vous voulez rester? Quand on a discuté avec le président de la République, il a compris, il dit, la loi, je suis d'accord avec vous. Vous vous imaginez, cette loi-là, qui a été votée, est retournée à l'Assemblée nationale, pour être revotée encore, et c'est les mêmes députés, et ça vous renseigne sur la nature de l'Assemblée nationale. Par rapport à cette liste unique de Manko Wattu Sénégal, est-ce que l'ancien président, Maître Abdoulaye Wade, est pressenti pour diriger cette liste? Ce que je peux vous dire, nous n'excluons rien. Ce que nous savons, c'est que tout le monde est conscient du fait que, pris isolément, on va perdre. Vous savez, depuis 1974, le PDS a eu plus de députés en tant que parti d'opposition. Ils n'ont pas pu avoir plus de 20% de la législature. Si vous prenez les chiffres, aujourd'hui, avec 48% à peu près, l'opposition avait obtenu 40% les voix, toutes les voix réunies de l'opposition dans l'actuelle législature. Vous savez combien de députés ils ont eu? 20%. Avec un peu moins de 50, à peu près 51%, le parti au pouvoir, la coalition majoritaire, a obtenu 80% des sièges. C'est-à-dire c'est le système électoral, le mode de scrutin qui fait qu'avec le Raw Gardou, même avec une voix, vous prenez tous les sièges. C'est-à-dire, avec 20%, même si les autres ont 80%, vous prenez toutes les voix. Ce qui fait qu'il faut de grandes coalitions pour gagner les départements. On a changé de président à plusieurs reprises, mais le système reste le même. C'est un système qui est le même. C'est la laudation. On vient, on vous dit, oui, vous êtes le meilleur, vous êtes le plus fort, vous êtes la lumière. À la limite, c'est comme si il ne reste qu'à vous dire, vous êtes Dieu, demi-dieu. Alors, et ce sont les mêmes d'ailleurs qui le faisaient pour Wade. Ce sont les mêmes qui le font aujourd'hui avec le président Macky Sall. C'est les mêmes d'ailleurs. Ils font tellement de bruit parce qu'en fait, ils se font remarquer. Alors, il faudrait, à mon avis, qu'on ait un nouveau type de leader. Des gens qui se disent quand on fait, on n'est pas, qui ne sont pas des politiciens professionnels. La politique, ce n'est pas une profession, c'est un engagement pour son pays. Aujourd'hui, la politique, faire de la politique, Ndeye Fatou, c'est le meilleur moyen de se faire une place au soleil. Non, il faut qu'on fasse la politique autrement. Je pense que c'est ça, il nous faut un autre type de leader. Et c'est ça d'ailleurs, moi personnellement, que je reproche au président Macky Sall. Quand il est venu au pouvoir, nous avons mis tellement d'années, toute notre génération, à combattre le régime PS. Mais je ne peux pas comprendre que ceux qui ont été sanctionnés lourdement par le peuple sénégalais, qui n'ont jamais été des démocrates, vous vous imaginez Ndeye Fatou?
Il a fallu que les gens se battent pendant des décennies pour obtenir ce qu'on a aujourd'hui. Ça a été un long processus. Il y a quelques années, on ne votait pas avec une carte d'identité. On pouvait voter plusieurs fois. Il n'y avait même pas d'encre indélébile. Il n'y avait pas d'isoloir. Il n'y avait pas de démocratie. On pouvait faire ce que l'on veut. N'est-ce pas, le président Macky Sall faisait partie de cette génération de absolument, 88 absolument, avec vous et bien tant sûr, d'autres. bien Et sûr. maintenant, si vous le voyez s'afficher publiquement... Mais on a mal parce qu'on se dit, quand même, dans ce pays-là, est-ce que... Parce qu'il se met dans la perspective de se faire réélire. Quand un président se dit, avant, il démarre et il se dit tout de suite comment faire pour se maintenir. Il utilise tous les moyens. Il utilise un appareil. Qu'on soit transhumant ou pas, l'important c'est d'être là. Et quand j'entends les gens dire, oui, le président Wade, le président Macky Sall, c'est la constante. La constante, c'est le Sénégal. Parce que nous tous, on va partir et le Sénégal va demeurer. Il y a combien de leaders qui se sont succédés? Le Parti Socialiste, où sont les Senghor, où sont les Amadou Karim Gueye, etc., etc., où est Mamadou Dia, etc. Donc, la constante, c'est le Sénégal. Je ne peux pas comprendre, les Fatou, oui, qu'on s'allie avec n'importe qui pour se maintenir. Aujourd'hui... Donc cela vous fait mal de voir le président... Mais absolument, parce qu'on a... Avec le non, absolument, parce que le Parti Socialiste, à mon avis, justement, c'est ceux qui ont accepté de se remettre en question, c'est ceux-là qui ont des problèmes avec le Parti Socialiste. Mais eux, ils ont une conception du pouvoir. Quand vous prenez l'Assemblée nationale, mais ça ne me surprend pas qu'on n'ait pas une bonne Assemblée nationale. Pourquoi? C'est pas parce que on n'a pas des hommes de valeur au niveau de l'Assemblée nationale. Je considère qu'on a des cadres de haut niveau. Le coordonnateur même, l'actuel coordonnateur même de Banco est député. On a des députés qui, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Vous avez Bokoum, Thierno Bokoum, vous avez même Moustapha Diakhaté, vous avez des députés quand même, vous avez Ablaye Makhtar Diop, vous avez des députés de valeur, des cadres de haut niveau, des cadres de haut niveau. Le problème, c'est que c'est le système qui fonctionne comme ça. Quand vous avez un président qui est sorti, qui est issu de l'école senghorienne, pour lui, un président, c'est un chef. On ne doit même pas le contredire. On ne doit même pas lui demander. Il faut être à son service. On ne doit même pas le gêner. C'est-à-dire que tous les députés, ils doivent faire le jeu du pouvoir. Au lieu de se considérer comme un pouvoir indépendant, aujourd'hui, l'Assemblée est considérée comme un prolongement du palais. Si je vous comprends, c'est le président... Mais absolument, absolument. On peut pas, il faut pas s'attendre, absolument, il ne faut pas s'attendre à une assemblée de rupture. Parce qu'en réalité, au lieu d'avoir une assemblée qui fait des commissions d'enquête, qui se disent, on a la même légitimité que le président de la République parce qu'on est élu au suffrage universel. Mais les bureaux de l'Assemblée nationale sont faits au palais. C'est eux-mêmes qui le disent. Ils disent, oui, la liste, on l'a lue à l'Assemblée, on l'a ouverte à l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ceux qui sont chargés de contrôler l'exécutif, en réalité, ce sont ceux-là, ils sont choisis par le président. On choisit qui? Qui choisit la liste? La liste de Benno Bokk Yakaar. Mais c'est le président Macky Sall. En réalité, les Fatou, moi, je suis arrivé à une conclusion, c'est qu'au Sénégal, il n'y a qu'un seul pouvoir. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Oui. C'est le président de la République. On est dans un régime présidentiel fort. Oui, mais l'Assemblée, c'est le président. Ça, c'est une évidence. L'Assemblée, c'est le président. Le pouvoir judiciaire, il y a des députés qui sont indépendants. Mais le système fonctionne de telle manière, si le président veut des Fatou, demain, notre discussion, il peut prendre prétexte de ça, tout de suite, demain, vous vous retrouvez à la DIC. Après, vous vous retrouvez de l'autre côté, parce qu'il y a un cordon ombilical entre le parquet et le ministère de la Justice. Tant que ce cordon-là n'est pas coupé, mais le président, il peut demander à son ministre d'arrêter ou de faire venir quelqu'un, et c'est fait. Il faut, et ce n'est pas parce que les juges ne sont pas indépendants, mais c'est le système qui est comme ça. Au plan économique, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne vante les mérites de son équipe. D'ailleurs, il précise même que la croissance se mange. Êtes-vous en mesure d'avaler cette pilule? Oh, vous savez, aujourd'hui, il suffit de faire un tour. Interrogez les Sénégalais. Ils vous diront qu'ils n'ont jamais été aussi fatigués. Moi, quelquefois, je me dis peut-être qu'on a deux Sénégal. On a un Sénégal virtuel et on a un Sénégal réel. Allez à Sandaga, demandez aux commerçants qui avaient l'habitude de voyager
Mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de business au Sénégal. Je suis du secteur privé. C'est pourquoi d'ailleurs le réveil va être très brutal. Il faut qu'on soit moins arrogant. Ce pays-là, il tient un fil. Vous savez, quand il y a eu Ebola, en l'espace de quelques jours, vous savez les conséquences au niveau du tourisme, etc. Il suffit d'un peu pour que ça bascule. C'est pourquoi il faut qu'on soit... Il y a tellement de chantiers, il y a tellement d'urgence. Le président d'ailleurs l'a très bien compris. C'est eux qui parlent. Il dit, le plus grand parti qui me fait peur, c'est la demande sociale. Oui. Parce qu'il comprend que tout ce qu'on fait là, les routes, etc., c'est une goutte d'eau dans la mer. Je ne dis pas que c'est le pouvoir qui fait que qu'on connaît tous ces problèmes, parce que ça a été une accumulation. Ils ont une responsabilité, mais d'autres ont une responsabilité là-dedans depuis des années. Il y a eu des moments où le Sénégal était très facile, il y avait l'arachide, il y avait l'ONCAD, on n'a rien fait. Alors, ça c'est accumulé. Vous vous imaginez, c'est-à-dire aujourd'hui, tout ça fait que il suffit d'un peu. Maintenant, si vous prenez la situation économique, elle est très difficile, les faits. On demande aux impôts à la douane d'avoir comme chiffre, comme objectif 800, 900 milliards. Mais ça va être puisé où? C'est les commerçants, c'est les gens qui vont payer ces droits de douane. Mais s'ils le payent, ça va se répercuter au niveau des prix. Et quand ça se répercute au niveau des prix, les produits vont devenir chers et les gens n'achèteront pas. Aujourd'hui, allez voir, il y a plus de magasins de stockage que de magasins en ville. Alors, pour moi, le PSE, il y a deux choses qui font que ça ne pourra pas marcher. Deux. Lesquelles? La première chose, c'est l'administration. C'est ceux qui sont chargés de conduire les changements. Ils sont malades. L'administration sénégalaise. Les Fatou, et je vous donnerai on prendra deux secteurs. Vous prenez la santé. Si vous avez un malade aujourd'hui au Sénégal, vous allez dans un hôpital. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, si vous n'êtes pas recommandé, vous ne connaissez pas le directeur ou le médecin, il va mourir entre vos bras. Allez visiter moi je me demande pourquoi vous ne le faites pas d'ailleurs, allez visiter toutes les urgences des hôpitaux au Sénégal. La prise en charge des urgences au Sénégal, mais c'est catastrophique. On dit, le CMU, couverture maladie universelle, mais c'est très bien. Je sais que mon ami Chermeng fait un excellent travail, mais le problème c'est qu'il faut qu'on rende l'assurance maladie obligatoire. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. Ils sortent des hôpitaux parce qu'ils ne peuvent pas payer, ils attendent la mort chez eux. Ils ne veulent pas être humiliés. Alors, on accepte que le véhicule qu'on a, qui nous appartient, obligatoirement, il faut l'assurer. Mais nous, est-ce que le véhicule vaut plus que notre corps, vaut plus que tomber malade? Il faut qu'on arrive, il faut toujours que quelqu'un paye. Il faut qu'on arrive à le généraliser. Ceux qui ne peuvent pas payer, que l'État paie à leur place, que ceux qui travaillent, que les employeurs, etc. Mais le système doit être organisé de telle manière, quand on tombe malade, on puisse se soigner. Là, l'autre chose, regardez, si vous avez besoin d'un papier quelconque, allez dans l'administration, vous avez besoin, quel que soit le besoin, la demande, vous allez traîner. Celui qui est là-bas va vous montrer que je suis le chef. Alors, mais tout ça, quelle est la raison fondamentale? C'est parce que c'est le système qui est organisé comme ça. Aujourd'hui, pour être directeur, il faut être du pouvoir. Il y a une politisation avec ce pouvoir-là jamais atteint. Même sous Diouf, c'était inimaginable. Aujourd'hui, si vous prenez toutes les directions techniques, à part une, à peu près, l'ARMP peut-être, tous les autres, les directeurs sont de la paire. Ils sont du parti au pouvoir. Ils sont dans la majorité présidentielle. Tous, ils s'affichent. Il faut qu'on arrive à avoir une administration où ce qui va permettre de monter et d'avoir de la promotion, c'est la qualité, c'est la valeur intrinsèque de l'individu. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des postes, il faut un appel à la candidature, tous les postes de direction. Ce n'est pas le président qui nomme. Il y a des critères. Il faut quand même un appel à la candidature. Vous prenez l'administration est chargée
de conduire les changements. Mais cette administration-là, je suis désolé, ne peut pas faire. Le PSE, d'ailleurs, c'est ça qui explique que le programme phare du président, le PUDC, le président est tellement conscient de ça, il a cherché une agence d'exécution, parce qu'il savait qu'il ne pourrait jamais respecter les délais s'il passait par la voie normale, par le ministère, etc. Les appels d'offres, ils vont traîner. Tout traîne. Rien ne marche dans ce pays. Et là où on attendait le président Macky Sall, c'est le quotidien, le vécu. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des Sénégalais de tous les jours? On ne lui demande pas de baisser considérablement le prix du riz. Si on pouvait l'obtenir, tant mieux. Mais ce qu'on veut, c'est qu'au moins si on a besoin d'un papier ou on a besoin de régler un problème, quel que soit, même si on ne connaît personne, qu'on soit servi. À part l'administration. À part l'administration, voilà. À mon avis, l'autre élément, c'est justement les PME-PMI. Les PME-PMI. Mais, de facto, ce qui se passe, regardez, 48% de la population travaille dans le secteur informel non agricole. 39,8% la production en 2000, il représente à peu près ce secteur-là, non informel, non agricole, représente à peu près 39, à peu près 40% de la production en 2010. Si vous regardez les entreprises, le secteur, les PME-PMI représentent sur 10 entreprises, les 9 sont des PME-PMI. Mais les entreprises sont en train de disparaître. Et il n'appartient pas à l'État en réalité de créer des emplois. Ce sont ces entreprises-là, s'ils ont une bonne santé, qui créent des emplois, qui créent de la richesse. Malheureusement, ces entreprises sont en train de disparaître. Mais pourquoi? Mais parce que le système est déréglé. D'abord, il y a trop d'impôts. Ensuite, les gens paient trop, on demande trop à la douane. Au lieu de se dire, il faut qu'on diminue les taxes pour que tout le monde puisse payer, qu'il y ait moins de fraude. Au lieu de se dire, il faut qu'on élargisse l'assiette fiscale, qu'on paie moins, tout le monde va payer. Alors, ils ont trop de pression, les entreprises, les PME. Le statut de PME-PMI n'existe pas. Quand vous êtes PME-PMI, vous avez quoi? Alors, il y a ce qu'on appelle, ce qui étaient les textes de référence pour les PME-PMI sont désuets, datent de 2008 à peu près. Aujourd'hui, le président a dit, il faut me faire une réflexion sur les PME-PMI. Jusqu'à présent, ce n'est pas fait, ce n'est pas appliqué, il y a des études qui ont été faites. Actuellement, pour la commande publique par exemple, vous avez les PME-PMI. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que le DRP ne doit pas être encouragé. Je ne suis pas d'accord. Parce que vous savez pourquoi? Il y a beaucoup d'entreprises qui avaient 2 ou 3 commandes par an. Parce que simplement, on leur permettait d'avoir du boulot dans les ministères. Aujourd'hui, quand on regroupe les commandes publiques, qu'est-ce qui se passe? C'est les grandes entreprises qui gagnent ces marchés. Et ces grandes entreprises-là, on leur dit, oui, il faut avoir une expérience de 10 ans, il faut avoir une garantie financière, etc. Là, la petite et moyenne entreprise n'a aucune chance pour compétir. Mais l'autre aspect, c'est que dans notre pays, dans les pays où on ne fait pas de DRP et que tout est appel d'offres, dans ces pays-là, il y a une classification des entreprises. Par exemple, on dit il y a les petites entreprises, il y a les moyennes entreprises et il y a les grandes entreprises. Aux États-Unis, on fait la distinction. Ce qui fait que la grande entreprise ne peut pas compétir pour un marché de 5 millions. Vous vous rendez compte que la Sonatel est capable de compétir au même titre qu'une petite entreprise pour un marché de câblage ou un marché de télécom. Ce qui fait que c'est comme si, comment je peux vous expliquer, c'est comme si l'importateur de riz ou même Mimran se mettait à créer des boutiques dans les quartiers. Mais à partir de ce moment, le grossiste ne va jamais vendre son sucre parce qu'en fait, il va le vendre lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Sonatel est capable d'acheter en gros
à côté d'une entreprise qui doit faire de la distribution, mais il ne pourra jamais compétir avec cette société. Il faut qu'on arrive à dire les Alors, grandes... c'est quoi la solution? La solution, c'est de classifier, comme les BTP l'ont fait. On classifie les entreprises, on dit qu'il y a des PME qui ont un chiffre d'affaires de tant et tant. Ils peuvent compétir pour les marchés, par exemple, de 5 millions, de 1 à de 500 000 à tant. D'autres, ils peuvent compétir, on met des fourchettes. Oui. Les grandes entreprises, ils ne peuvent pas compétir pour des marchés inférieurs à 10 millions. Ce qui fait que il y a des gens qui vont créer leur PME, qui vont travailler, qui auront du boulot, etc. Mais on va dire, oui, on a fractionné le marché. Il faut qu'on regroupe. Mais si on regroupe, les PME, les PMI ne pourront jamais gagner. Ce qui est en train de se passer, les Fatou, c'est que toutes les entreprises, en tout cas, sont en train de fermer. Vous allez à Sandaga, vous allez partout, même les entreprises formelles n'ont plus de boulot. Oui. Alors, Makhtar Sourang, tout ça, pour ça, a-t-on envie de dire, au vu de l'échec du professeur Bathily, candidat malheureux à la présidence de l'Union africaine, ce qui est remarquable dans ce résultat, c'est le fait que nos pays voisins, à l'image du Mali, de la Guinée et de la Mauritanie, n'ont pas voté pour le Sénégal. Enfin, moi, j'aurais bien aimé que Bathily gagne, parce que je dis, je connais la valeur du professeur Bathily et moi, j'ai l'habitude de dire que Bathily est dans ce rôle, c'est les faiseurs de roi dans ce pays. Ils ont joué un rôle extrêmement important, il s'est engagé pour l'Afrique, etc. Il a des idées, il avait de bonnes idées, etc. Oui. Mais moi, ce que j'ai critiqué, c'est qu'il y a eu beaucoup de propagande. D'abord, moi, c'est la première fois que je vois une élection pour le président de la Commission de l'Union africaine, oui, où on fait de la propagande. Parce que quand même, ce n'est pas les citoyens. On avait l'impression, même quand on rentre dans le net, on voit sa photo, etc. Alors que nous, on ne vote pas. En réalité, c'est les présidents qui votent directement. La deuxième chose, c'est que je suis sûr que ça a dû heurter un certain nombre de présidents. Parce que quand le président de la Commission de l'Union africaine ne vient même pas après, vient peut-être en troisième position. N'est pas une structure d'exécution. C'est une structure, c'est un secrétariat de l'Union africaine. Vous avez les présidents, vous avez les ministres des Affaires étrangères, ensuite vous avez le secrétariat de l'Union. Donc on avait même l'impression qu'on allait choisir le président de l'Union. Ça fait peur, parce que certains présidents vont se dire, mais on va avoir deux présidents. Parce que ce n'est pas à lui de décider ou de décliner la politique de l'Union africaine. C'est un exécutant, il n'est pas au plan décisionnel. Oui. Ensuite, moi je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont fait que, parce qu'on a donné l'impression que notre candidat était passé. Alors que quand vous discutez avec des Ivoiriens, avec d'autres, c'était tellement évident qu'il ne pouvait pas passer. Moi c'est ça qui me pose problème. Cette erreur d'appréciation en diplomatie, ça me pose problème. Parce que quand même, on peut savoir, on a obtenu 10 voix sur 54. 54. Et cette note-là, comment vous l'évaluez? Alors, pour moi, c'est catastrophique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait une erreur d'appréciation parce qu'on aurait pu arrêter la machine avant d'aller à des élections. On peut savoir exactement le nombre de voix qu'on peut avoir. Ça veut dire que même la CEDEAO, les voix de la CEDEAO, les 15 de la CEDEAO n'ont pas voté. Oui. Pourquoi ils n'ont pas voté? Moi, je considère que avant li wolof naan bala ngay jaay laax jaay nga laax lekk, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des relations avec un certain nombre de pays, mais ses voisins immédiats, mais c'est fondamental. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi on ne créerait pas une organisation avec ces pays-là limitrophes, avec la Gambie, avec la Mauritanie, avec la Guinée-Bissau, etc. Pourquoi? Parce que si vous regardez très bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des pays, par exemple, si vous prenez le Mali, vous prenez le Tchad, vous prenez la Mauritanie n'est pas membre de la CEDEAO, mais le Mali ici, vous prenez des pays qui sont membres, par exemple, du G5 Sahel. Ils sont CEDEAO, mais ils ont d'autres intérêts aussi. Parce que, vous savez, vous prenez la force mixte multinationale, qui est une organisation également qui lutte contre Boko Haram. Il y a le Niger, il y a le Cameroun. Donc, vous avez des organisations sous-régionales, mais à l'intérieur, vous avez d'autres organisations où ils ont quand même des priorités. Vous avez des pays qui ont préféré voter pour le Tchad parce que simplement,
leurs préoccupations sécuritaires sont prises en charge. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut reconnaître que l'Afrique de l'Ouest n'est pas un enjeu stratégique en termes sécuritaires. Aujourd'hui, le problème de l'Afrique, c'est l'Afrique centrale, c'est les problèmes de Boko Haram, c'est les problèmes de terrorisme, etc. Et ça, malheureusement, pour notre candidat, l'autre était mieux outillé. Parce que le candidat du Tchad, il a été d'abord au niveau de l'Union africaine, il a travaillé là-bas, c'est lui qui a un peu fait les propositions, tout ce qui est sécurité, paix et sécurité, c'est lui qui a eu à le faire. Il a été à côté du président Déby pour un peu régler un certain nombre de questions de la sous-région. Ils ont été à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme. Donc, tous les pays qui avaient des problèmes de sécurité, des problèmes avec les terroristes, ils se retrouvent mieux avec ce candidat-là que notre candidat qui, peut-être, bon, il avait une bonne vision, mais quand même, les États ont des intérêts quand même à sauvegarder. La deuxième chose également, à mon avis, qui nous a beaucoup défavorisés, c'est que le Maroc peut être notre ami, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Si le Maroc veut être membre de l'Union africaine, il n'a pas besoin d'être sponsorisé par le Sénégal. Je pense que nous, notre diplomatie, ce qu'il doit être, c'est de dire nous avons nos amis, mais tout le monde d'ailleurs doit être nos amis. Nous avons des intérêts. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que le Sénégal est un petit pays face au Nigeria et à l'Afrique du Sud. Et qu'aujourd'hui, nous avons même intérêt à avoir de bonnes relations avec ces pays parce que moi, je crois plus à la coopération sud-sud. Imaginez un instant, avec le Nigeria, si on vendait du niébé au Nigeria ou des produits agricoles, leur consommation mensuelle, ça fait plus que notre consommation, notre production annuelle. On ne pourra même pas produire une quantité suffisante pour le marché nigérien. Un pays qui est 4e, si vous allez aux États-Unis, sur 5 voitures, une voiture roule avec le carburant nigérien. Donc, il faudrait qu'on comprenne qu'il est bon d'avoir le Maroc comme ami, mais il est bon aussi d'avoir le Nigeria et le Cameroun comme amis. Ça aussi, ça nous a défavorisés parce que, ne n'oublions pas ce qui a été à la base du départ du Maroc de l'Union africaine. Le Maroc, il y a eu le problème de la RASD, et il y a des pays, avec notre proximité avec le Maroc, se sont dit, écoutez, on perd l'Algérie, on perd l'Afrique du Sud, on perd l'Angola, on perd le Zimbabwe, on perd tous ces pays-là. Alors, ensuite, je pense qu'également, il y a eu l'histoire de la Gambie, où, à mon avis, je suis d'accord, il fallait réagir, il fallait installer Barrow dans ses droits, je partage tout ça, mais je pense que ça veut dire qu'il y a un déficit de communication avec nos voisins immédiats. Parce que si un président passe la nuit dans un pays, c'est parce qu'il n'avait pas confiance, il voulait s'assurer qu'on n'allait pas intervenir. Ça veut dire quelque part, il y a des problèmes, il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes entre eux. Or, pour moi, il faut d'abord être en de bons termes avec ses voisins immédiats, parce que là, on peut passer par là pour vous attaquer, on peut passer par là pour... Si on avait ces voies-là, déjà, ça nous aurait favorisé. Oui, sur un autre point, les analystes mentionnent aussi le nom du docteur Cheikh Tidiane Gadio, un diplomate chevronné qu'on n'a pas impliqué dans cette campagne. Irez-vous jusqu'à dire que cette maladresse nous a coûté cher? Non, non seulement on ne l'a pas impliqué, mais ils le combattent. Vous savez, quelqu'un qui a été ministre des Affaires étrangères pendant 10 ans, qui s'est fait des amis, vous vous rappelez, la crise au Mali, et il a des amis partout. Il faut qu'on comprenne une chose. La vie, c'est un cycle. Aujourd'hui, je n'ai rien contre Moussa Fagnas, le président Moussa Fagnas, il est un bon diplomate, mais tous les gens avec qui il bossait ne sont plus là, malheureusement. On a une nouvelle génération de ministres, de diplomates, etc. Aujourd'hui, Cheikh Tidiane Gadio, quelqu'un qui a été dans la coalition présidentielle. C'est vous montrer un peu le sectarisme qu'il y a dans le pouvoir. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes vues que lui qu'on va l'écarter. Il aurait pu jouer un rôle extrêmement important. Moi, je pense que c'est valable d'ailleurs dans tous les secteurs. Je pense qu'il faut qu'on comprenne que ce n'est pas un problème de parti, c'est le Sénégal qui est en jeu. Et je suis convaincu que s'il était mis à contribution, il aurait joué un rôle extrêmement important
dans d'autres secteurs aussi, dans d'autres domaines. Oui. C'est ça qui fait que d'ailleurs on recommence toujours à zéro. Quand on vient, au lieu de se dire il y a des acquis, et il y a des acquis qui étaient là, on recommence toujours à zéro. Parce que simplement on considère, surtout que quand même l'actuel ministre des Affaires étrangères fut quand même le directeur de cabinet de Gadio. Normalement, le président Macky Sall aurait pu, je connais l'ouverture d'esprit de Gadio, je suis sûr que c'est avec plaisir qu'il allait servir son pays, surtout qu'il était là, il s'est engagé pour l'élection du président Macky Sall et on ne comprend pas effectivement qu'on l'ait mis de côté. Et nos relations avec le Tchad, n'y a-t-il pas lieu de les revoir, surtout que malgré le procès Hissène Habré, Idriss Déby n'hésite pas à nous faire faux bond. Oui, c'est clair. Vous savez, nous, on a un problème au Sénégal. C'est que on pense qu'on est les plus forts, on est les plus intelligents. Et c'est mal perçu, notre image, parce que quand même, à travers ce vote-là, il y a eu un vote anti-Sénégal. C'est pas, il faut qu'on dise les choses comme ils sont. C'est-à-dire, généralement, on a un peu de mépris vis-à-vis des autres parce qu'on considère que c'est la dictature, ils n'ont pas de leçons à nous donner, etc. C'est comme nos relations avec l'ancien président gambien. C'est-à-dire, nous, on est des démocrates, d'accord, mais acceptons, il faut qu'on se dise, il appartient au peuple de régler leurs problèmes. Ce n'est pas à nous de régler les problèmes des Tchadiens, ce n'est pas à nous de régler les problèmes des Gambiens, ce n'est pas à nous de régler les problèmes des autres. Les Sénégalais ont réglé leurs propres problèmes. Parce qu'ici, quand il y a eu, le monopartisme, etc., les gens se sont battus au prix de leur vie, de leur sang. Parce qu'on a toujours l'impression, les gens pensent toujours que la bataille, c'est il y a 4 ans, il y a 5 ans, quand je vois des responsables de la paix parler d'une certaine façon, je me dis, il y a tellement, ça a été un processus, il y a des gens qui ont donné leur vie pour en arriver là, donc c'est le peuple qui s'est battu pour ça. Donc laissons les autres aussi faire ce cheminement-là, respectons les positions, il n'y a pas de petit pays, il n'y a pas de petite nation, la preuve, au moment des élections, chaque président a une voix. Je pense qu'il est temps, à mon avis, qu'on revoie un peu notre diplomatie. Je pense que le Sénégal a des diplomates de carrière. Il faut d'ailleurs reposer le problème du choix. Vous allez dans beaucoup de représentations diplomatiques aujourd'hui. Voilà, c'est des affaires qui sont là-bas, consuls, etc. Je pense qu'il est temps qu'on revienne à l'orthodoxie, qu'on se dise, c'est vrai, il faut des politiques, c'est quand même le domaine réservé du président de la République, mais quand même qu'on se dise, représenter le Sénégal, c'est pas n'importe quoi. Il faut qu'on fasse de bons choix, mais à mon avis, même par rapport à la Gambie, moi, ce que je à propos de la Gambie, après le départ de Yaya Jammeh au Sénégal, une certaine presse met en branle la chasse aux sorcières engagée contre les collaborateurs de l'ex-président. Ce procédé, comment vous l'appréciez? Surtout qu'on puisse auditionner des ex-collaborateurs du président Yaya Jammeh ici au Sénégal. Moi, ça me gêne énormément. Parce que vous savez, il ne faut pas donner l'impression qu'on est en terre conquise et qu'on est des colons. Je pense que c'est très dangereux. Il s'agissait de rétablir un président qui a été élu. Ça a été fait. L'armée a très vite n'a pas combattu. Et a dit très tôt, nous nous rangeons. Nous sommes républicains, une armée républicaine. Pour moi, la CEDEAO doit rapidement quitter la Gambie. Et maintenant, si le président Barrow demande que sa sécurité soit assurée, pourquoi pas? Parce que quand même, il y a des risques, peut-être. Mais notre présence peut être lourde de danger. Je pense que nos relations avec la Gambie ne doivent pas être perçues seulement sous l'angle militaire. Il faut qu'on assiste nos frères gambiens, ce sont des frères, sur le plan économique, qu'on ait des projets avec nos voisins, des projets communs. Ça, c'est extrêmement important. À part l'OMVS, l'OMVG, vous vous rappelez des forages, des barrages, etc. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, et ça fait des années. Il faut qu'on ait des projets communs. Que le peuple gambien, par exemple, à la frontière, imaginez qu'il y ait un hôpital de référence à la frontière gambienne.
qu'il y ait des écoles de référence à la frontière gambienne, qu'il y ait des infrastructures. Le PUDC, tel qu'il est conçu, si on aide la Gambie à avoir un programme comme ça, qui va soulager les populations gambiennes, ils vont se dire, les Sénégalais, c'est des frères. Mais on ne vient que avec les armes au poing. Après, ça peut créer des frustrations. Le problème de la Casamance... Ces informations relayées à travers... Ne lions pas. J'ai entendu qu'il y a d'anciens gardes du corps de la première dame de la Gambie qui ont été arrêtés. Maintenant, évidemment, je pense qu'également, il faut, à mon avis, parce que c'est des questions tellement sensibles, parce qu'il y a beaucoup d'intoxication. Je vois qu'au niveau de la presse, on parle beaucoup de la Gambie, il a saboté la présidence, il est parti avec des milliards, etc. Il faudrait, à mon avis, une cellule de communication organisée par l'armée qui donne les informations véritables. J'ai vu qu'ils sont sortis pour établir un certain nombre de choses. Oui. Mais à mon avis, il a dit qu'ils ont été arrêtés pour autre chose. Je pense, laissons à la police gambienne le soin de régler un certain nombre de questions. La question de la Casamance, à mon avis, il ne faut pas qu'on en profite pour régler cette question. Je pense que cette question est en train d'être réglée d'elle-même. À mon avis, la question sécuritaire, elle est importante. Mais il faut, les troupes sénégalaises, à mon avis, doivent être le plus discret possible. Le plus discret possible. Parce que vous savez, tout peuple a horreur de voir des militaires sur son sol. Même si au départ on admet qu'ils viennent pour nous défendre, mais après ça devient lourd et ça devient gênant. Oui. La société Iris Corporation chargée de produire les cartes d'identité biométriques est citée dans une affaire de corruption en Guinée. Sur ce, pensez-vous qu'une commission d'enquête parlementaire devrait y voir un peu plus clair, comme le suggère l'honorable député Mamadou Lamine Diallo? Oui, mais bien sûr, je pense que c'était ça le rôle de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, s'il jouait réellement son rôle, aurait pu enquêter sur ça. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que moi, ce qui me pose problème au Sénégal, c'est qu'à chaque fois, on convoque l'urgence pour passer un certain nombre de marchés. Et je pense que les élections, quand même, s'il y a un calendrier républicain, on sait à quelle date il faudra les faire. J'en profite d'ailleurs sur ces cartes d'identité pour dire qu'il y a un fait très dangereux. Les gens semblent ne pas accorder une importance à ça. Mais vous vous imaginez, on est tous des hors-loi. Les cartes d'identité expirées dans un pays organisé, mais c'est un scandale. Alors, il y a un décret qui a prorogé ce délai jusqu'au 31 mars 2016. Aller au Mali, ils ne sauront pas qu'il y a un décret. Parce qu'on peut fonctionner dans les pays de la CEDEAO avec ces cartes d'identité. Ils vont voir, est-ce que non, ils vont voir la date de validité. Je veux dire, ça ne devait pas se produire dans un pays organisé. On devait savoir que les cartes d'identité allaient expirer, on devait prendre les dispositions. Et le Sénégalais actuellement, qui a 18 ans, un Sénégalais citoyen ne doit pas circuler sans pièce d'identité. Quelqu'un qui a 18 ans, il circule, s'il n'a pas de pièce d'identité, s'il fait un accident, on ne peut pas l'identifier. Mais c'est un scandale. Alors, moi je pense que ça rejoint effectivement les marchés publics. Je pense qu'il faut beaucoup plus de transparence. Ce qu'on constate, c'est que pour l'attribution de certains marchés au niveau du ministère de l'Intérieur, effectivement, il y a énormément de problèmes. On a fait venir d'abord le DAF, le directeur de l'automatisation du fichier qui était à la retraite, alors que je suis convaincu qu'il y a des fonctionnaires qui sont de qualité au niveau de ce ministère-là, qui auraient pu jouer ce rôle-là. Je ne vois pas pourquoi on fait venir des gens, etc. Et puis on fait des marchés, à mon avis, alors qu'on savait qu'on allait organiser ces cartes-là, allaient venir à expiration, qu'on allait faire de nouvelles cartes d'identité. Je ne vois pas l'urgence de procéder. Mais en tout état de cause, je pense que si on a, d'où la nécessité d'ailleurs, d'avoir une assemblée de qualité. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est en 2017 de changer la configuration de cette assemblée pour avoir une assemblée républicaine, une assemblée qui contrôle réellement l'exécutif. Oui. Alors l'Union nationale patriotique, on en parle. Comment vous définissez le nom de votre formation politique? Oui, vous savez, tout ce qui est patriotique, moi je pense que, comme on le dit, il faut d'abord aimer d'abord son pays, avoir une passion pour le Sénégal, pas pour nous-mêmes,
Je pense qu'aujourd'hui, nous l'avons dit, moi, vous savez, j'ai fait l'école de Cheikh Anta un peu, j'ai fait le RND, à l'époque j'étais étudiant, j'étais élève d'abord. Étudiant, j'étais très jeune, engagé politique, et j'ai vendu le journal Taxaw dans la rue. Il y avait un engagement personnel. Et après, je me suis rendu compte que les partis, après j'ai fait le parti de Babacar Niang, et je me suis rendu compte que les partis, c'était pratiquement des patrimoines. Faire de la politique, à un moment donné, j'ai eu le même point de vue que certains nombres de Sénégalais sur la politique. Oui. Après, mais à un moment donné, je me suis dit, oui, mais quand même, il faut faire de la politique parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui ont une ambition, qui ont des idées pour leur pays. Alors, je me suis réengagé après des années. Hein, je suis passé par l'université après, le mouvement étudiant, après je me suis occupé de mes affaires. Et quand je suis revenu, je me suis rendu compte que la politique avait beaucoup changé. L'engagement politique n'était plus le même. C'était plus des jeunes qui s'engageaient pour des idéaux, mais maintenant, on s'engage pour se faire une place au soleil, on s'engage pour se faire remarquer. Alors, je me suis dit, et quand vous convoquez une réunion, vous voyez des jeunes qui vous disent, mais président, le transport. Je dis, mais quand même, la politique a quand même beaucoup changé. Nous, avec nos bourses, nos maigres bourses, on s'arrangeait pour même vendre le journal et pour faire nos activités politiques. Donc la politique avait beaucoup changé. Mais je me dis, il faut qu'il y ait des gens qui sortent et qui s'engagent politiquement. Oui. Et depuis lors également, je suis plus indulgent à l'égard des politiciens. Parce qu'on a tendance aussi à faire un mauvais procès aux politiciens. À dire, oui, les politiciens, etc., etc. Je pense que la politique, quelqu'un qui fait de la politique, d'abord, il est pauvre, hein, parce qu'il partage tout ce qu'il a. Il partage son temps, il n'a pas le temps pour sa famille, il s'engage. Et je pense qu'il faut aujourd'hui, je m'adresse aux Sénégalais qui sont chez eux, qui ont beaucoup d'idées, mais malheureusement qui tiennent des discours dans leur salon. Il faut qu'ils se disent, le Sénégal a tellement donné, leur a tellement donné dans leur formation, et tout, il faut qu'ils mettent un peu de leur temps au service de ce pays-là. Oui, le sigle, il est le même que celui de la formation de Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, ce qui présage du plagiat, comme on a l'habitude de le dire dans notre jargon, qui a plagié son prochain. Vous avez l'Union nationale patriotique, vous l'avez dit au départ, je pense que je rectifie, existe bien avant d'ailleurs, parce que moi j'ai hérité d'un parti. Quand je suis venu, je me suis dit, au lieu de créer un parti, j'ai trouvé un parti qui était là, qui avait participé à des élections, mais qui, peut-être pour une raison ou pour une autre, celui qui le dirigeait, Feu Semoufal, paix à son âme, qui est décédé, que j'ai connu à l'université avec les Tamba, etc. Donc j'ai discuté avec ceux qui étaient dans ce parti-là et j'ai repris le parti à la suite d'un congrès en 2014. J'ai pris la présidence de ce parti. Oui. Et donc, c'est un parti qui existe depuis très longtemps. Quand le Premier ministre Souleymane, qui est un ami, a créé l'UNP, tout de suite des journalistes m'ont appelé pour me dire, mais vous avez le même cycle. Il y a eu effectivement des moments où on a eu un petit problème sur le cycle parce que ça peut créer des confusions énormes. Lui-même, il m'a rassuré en me disant, en réalité, lui, il ne s'appelle pas UNP. Il s'appelle UNP-BJ. Alors, je signale en passant, je lui transmets mes salutations. On a d'excellentes relations. C'est vraiment un ami, un homme de valeur, de conviction, que j'apprécie beaucoup. On s'apprécie mutuellement. Il a eu à le dire également en ce qui me concerne à plusieurs reprises. Oui. Mais je considère qu'effectivement, ça peut créer des confusions. Le ministère de l'Intérieur aurait pu éviter ce genre de confusion. Je pense que lui-même, il m'a dit, il a même dit à ses collaborateurs d'insister pour dire que c'est UNP-BJ. Mais moi, je lui lance un appel parce que je me rends compte qu'il aime tellement UNP, mais c'est mon ami, je lui tends la main pour lui dire, mais écoute, comme que tu aimes tellement UNP, il faut qu'il vienne et puis qu'on travaille. Je vous remercie. Merci, je Monsieur vous remercie. Makhtar Sourang, je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale patriotique et que vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. C'est moi, Ndeye Fatou, merci. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Merci à Cheikh Tidiane Diop qui a réalisé cette émission.
au plan technique. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination et Ousseynou Sall pour la décoration. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.